C'est la seule force. Oui. Qui peut battre un système? C'est le peuple. Un président qui a le peuple avec lui peut battre n'importe qui. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que chaque candidat, chaque opposant soit dans son coin ne soit pas un problème? Et que s'il y avait peut-être une coalition, peut-être il y avait un groupe de 5 qui avait formé quelque chose de plus fort, de plus puissant, ce serait plus, en tout cas moins difficile. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit tuer, comme on a tué Martinez Zogo? Non, pas du tout. De manière aussi effroyable, qu'on doit pouvoir retrouver son corps sur un terrain nu et que des années après on demande encore qui a tué Martinez Zogo? C'est totalement ubuesque. Elle n'a que 23 ans et pourtant, elle bouscule déjà les codes de la politique au Cameroun. Influenceuse engagée, connue sous le nom de la plutocratie, Missiva ne se contente pas des slogans, elle agit. À travers ses prises de parole et ses actions concrètes, elle inspire une génération de jeunes à voir la politique autrement. Aujourd'hui, porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, elle porte haut une vision de changement qui résonne bien au-delà des réseaux sociaux. Dans cet épisode, on découvre son parcours, on découvre ses convictions et sa détermination à transformer les choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, et Camerounais en particulier, ne s'engagent pas autant en politique? J'ai croisé comme ça un candidat qui disait la même chose que je disais déjà, peut-être pas avec la même profondeur, la même énergie, mais qui le dit, il dit exactement la même chose. Il a une idée du développement du Cameroun qui se base sur ce que les Camerounais faisaient déjà. Ce n'est pas l'idée d'aller prendre ce que les Français font pour venir copier-coller, non. C'est qui nous sommes et comment est-ce qu'on réussit à construire et à développer un pays par rapport à ce que nous sommes. Est-ce qu'on peut vraiment faire la politique sans se salir la main? Ou encore faire la politique et avoir les mains propres? Je pense que oui. C'est possible? Je pense que oui. Dans un environnement comme le nôtre, c'est possible? J'ai bien dit, je pense. D'accord. Alors, si ton candidat perd les élections en 2025, en octobre 2025, est-ce que tu continueras de croire à l'avenir politique camerounais? Bien sûr. Parce que je ne définis pas ma croyance en la politique ou en l'avenir de mon pays par rapport à une personne, mais par rapport aux idées que l'on porte. Alors, au regard de nos conditions actuelles, on est gouverné depuis pratiquement 43 ans par le même parti. Est-ce que tu penses que c'est possible de battre un parti comme celui-là avec les jeunes aujourd'hui? On nous appelle les lions indomptables. Cela veut dire qu'on peut remporter des victoires ou les matchs même les plus improbables. Donc rendre l'impossible possible. Exactement. Okay, l'impossible n'est pas camerounais, dit-on. Voilà. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de politique. Donc, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes à 99, un jeune média engagé. Ce média qui vous propose tous les dimanches à 16h une chronique ou encore un podcast sur un sujet sur l'Afrique, notre économie, nos richesses, nos problèmes ou encore tous les sujets qui concernent notre passé, notre présent et notre avenir. Pour cet épisode d'aujourd'hui, nous recevons une jeune très charismatique, influente dans la politique. Moi, je l'aime bien parce que elle ne suit pas la masse, c'est-à-dire qu'elle va faire des contenus, danser, faire ci, faire ça, juste pour avoir des vues, mais elle a choisi son couloir et elle assume aujourd'hui dans la politique. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait cet engagement qui est d'ailleurs très violent, très difficile, et on va comprendre son choix politique aujourd'hui, vu que nous sommes en période électorale pour le Cameroun et pour beaucoup d'autres pays. Donc, sur ce, je vais devoir accueillir Missiva, la plutocratie. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Oh non, ça va. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Donc, tu sais, ça fait longtemps qu'on parle de ce podcast et moi je me dis aujourd'hui, à 23 ans, une fille comme toi, qui partage déjà des plateaux avec des messieurs comme l'honorable Kabalibi, des grands journalistes comme Claudie Sia, je pense quand même que c'est à féliciter. Merci donc bravo pour ton travail. Merci, c'est très gentil. Alors, si tu devrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ivana. Oui. De mon nom d'état civil, Ivana Beseke. Oui. Ici en communication publique et politique. Et pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent donc comme la péristocratie, créatrice d'opinion, non pas de contenu mais d'opinion. Je partage au travers des réseaux sociaux mes idées, ma vision pour une Afrique libre, une Afrique indomptable. Et ça passe par un Cameroun fort et fier de ses valeurs. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ce choix vers la politique? C'est un sujet qui n'est pas très facile, c'est un sujet qui pour moi n'est pas très accessible encore aux jeunes. Pourquoi tu fais ce choix? Je dis souvent que la politique, je ne l'ai pas choisie, elle m'a choisi. Oui. Parce qu'en réalité, je pense que depuis que je suis petite, j'étais destinée à parler de ce dont je parle aujourd'hui. Chacun de nous, quand il arrive sur les médias, il fait ce qu'il sait faire, je suppose. Si quelqu'un danse, c'est qu'il sait danser. S'il chante, c'est qu'il sait chanter. S'il cuisine, c'est qu'il sait cuisiner. Ouais. Et quand on parle de politique, c'est qu'on est animé par une envie d'apporter un changement. On a des avis sur les questions et donc on les aborde. Donc je pense que la politique vit en moi depuis très longtemps, depuis toujours. C'est pas un choix que tu as fait quand tu as grandi, mais c'est parce que ça t'habite depuis que tu es tout petite. Je pense réellement que ça m'habite parce que, de aussi loin que je me souvienne, j'aime bien raconter ces histoires.
Il y a une époque où il y avait une femme candidate à l'élection présidentielle, Kamala. Oui. Je l'ai vue à la télévision. C'était au 20h30 de la SAR-TV parce que chez moi, c'était obligatoire de regarder le journal le 20h. Bon. Mon père ne vous donnait pas le choix. Très carré. Donc, je vois la dame un soir et je dis à mon père, il faut qu'on vote pour elle. Je devais avoir 7-8 ans. Et je m'en souviens encore. Vous avez 23 ans. Mon père aussi, si vous le rencontrez, il vous dira que lui, ça l'a marqué. Et à ce moment-là, il a su justement que j'allais sans doute devenir une dame comme ça parce qu'un enfant de 7-8 ans, normalement... Bon, ça ne parle pas de dessin animé, par exemple. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu penses que tout est né. Mais quand tu parles de ton père, par exemple, comment est-ce que ton entourage vit ce choix? Tes amis, la maman, papa et tout le reste? Bon, ma mère a souvent été apeurée. Au début, elle était très apeurée. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, elle m'appelait souvent en me disant franchement, ne parle pas de ça, parle d'autre chose. Il y a une vidéo récemment sur Internet qui a circulé sur TikTok où une maman dit à son fils arrêtez de parler. Je me suis reconnue dans la vidéo parce que ma mère me faisait ça tout le temps. La vidéo parlait de Camto. Oui, voilà. Arrête de publier les choses de Camto partout. C'est vraiment ce que ma mère me disait en particulier parce qu'elle avait vraiment peur. Et elle aussi, elle recevait beaucoup d'appels au Cameroun. Mais ta fille Donc, elle avait peur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au contraire, elle est même très motivée, très engagée, elle est derrière moi, elle me supporte, elle me soutient, oui. Et comment on est passé du camp de la maman qui a peur et à celle qui est plutôt rassurée aujourd'hui? C'est quoi l'élément qui la rassure? Au départ, je pense qu'elle avait peur comme tous les parents. Tous les parents disent souvent, franchement, en fait tous les parents, malheureusement au Cameroun, très peu de parents veulent que leurs enfants aillent dans la politique parce qu'on associe la politique à la mort. Ma mère avait ce truc-là, comme tous les parents. Et ensuite, quand elle a commencé à me parler, elle a vu que ça changeait pas. Pas ça. Donc, je continue à en parler. Et je lui ai expliqué justement que si j'ai fait des études en sciences politiques, c'est pour parler de politique. Tu peux me demander de faire des études en sciences politiques et après, elle m'avait parlé de médecine. Ça n'a pas de sens. Elle aurait dû t'empêcher de faire ce choix. Elle aurait dû m'empêcher depuis le départ. Donc, je parle de ce que je connais, de ce que je sais, ce dans quoi je m'épanouis. Et je ne peux pas faire des choses juste parce que un oncle t'a appelé, une tante t'a appelé. Et je dis dans tous les cas, celui qui doit mourir, celui dont le destin est défini par Dieu ne se noie pas. Ça veut dire que si je devais mourir par la politique, c'est parce que ma mère me dit tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut pas, moi j'ai pas des considérations de peur de ce genre-là. D'accord. Donc je pense que j'ai quand même réussi justement à enlever ça de sa tête. Et aujourd'hui, franchement, elle est la première. Si je vous dis, elle est la première à partager mes vidéos, à commenter, à liker. On a parlé de mon père aussi. Mon père, lui, par contre, n'a jamais eu peur. Mon père, comme je vous ai dit, j'avais 7-8 ans, je lui parlais déjà de Kawala. Donc, il a compris très vite. On peut se tutoyer, s'il te plaît, pardon. Bien sûr, ok. Il a compris très vite que sa fille allait sans doute être dans ce chemin-là. Parce que j'ai grandi avec mon père et pas avec ma mère. Mes parents sont séparés depuis ma naissance. D'accord. Donc, mon père, j'ai grandi avec lui. Donc, il connaissait déjà à qui il avait affaire. Ma mère, elle m'a découvert un peu plus quand je suis arrivée en France, parce qu'elle vit en France depuis des années. Donc, je pense que mon père a toujours su. Il m'a toujours encouragée, il continue à le faire. Tout ce que j'ai comme projet, franchement, dès que je lui dis go, il part seulement. Donc vraiment, non. Mes parents, Dieu merci, ce sont mes premiers supports. Et mes parents, j'en ai 4. Là, je parle de mes principaux géniteurs. Mais chacun doit être marié de son côté. Donc j'ai 4 supports. Chacun fait comme il peut. Qui t'accompagne, Quand j'ai un voyage par rapport à la politique, il y en a un qui donne l'argent, d'autres donnent l'argent, l'autre donne les encouragements, l'autre donne les conseils. Donc franchement, j'ai la chance d'avoir des parents qui me supportent énormément dans ce que je fais. D'accord, mais on va quand même dire que tu as dû affronter ta réalité parce qu'au début, si tu devais écouter ta maman, ce qu'on recommande très généralement, il faut écouter ce que maman dit. Donc si tu l'avais écouté, tu ne serais pas à ce stade où tu es aujourd'hui. Et elle ne serait pas aussi fière qu'elle est aujourd'hui. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'elle aurait pu être fière de toi, même ailleurs que la politique? Je pense que si, parce que elle, son rêve, c'était que je devienne magistrate, je crois, avocate, un truc comme ça. Elle aurait été fière si elle m'avait vu devenir magistrate, mais je pense que les parents sont encore plus fiers quand ils voient leurs enfants en train de réussir dans ce qu'ils aiment. Il y a une différence entre être riche ou faire le métier que ton père veut et faire ce que toi tu aimes. Quand moi je me lève le matin et que j'ai un défi qui a lien avec la politique, je me lève pas en ayant la boule au ventre. Je suis vraiment fière de le faire. Et tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais. Je suis totalement épanoui dans ce que je fais. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, et Camerounais en particulier, ne s'engagent pas autant en politique? C'est quoi ton regard là-dessus? Je pense que, justement, il y a l'influence à la fois de l'histoire et des parents. L'histoire du Cameroun a été une histoire quand même dramatique, très très dramatique, et qui a d'ailleurs été longtemps cachée. On parle de la guerre du Cameroun que seulement récemment le président français a reconnu. Alors que tous les Camerounais, du moins ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, savaient déjà. On a quand même une histoire dans laquelle en réalité, on a testé des méthodes de guerre qui ont été utilisées après. On a testé au Cameroun, on a commencé par tester au Cameroun. On a tué des gens. On a exposé des têtes coupées dans les villages
pour montrer aux gens ce qu'il ne fallait pas faire, sinon vous allez finir comme ça. Exactement. De génération en génération, les parents qui ont vu ça ont transmis aux autres enfants, ne faites pas la politique, parce que sinon vous allez... La peur, nos parents aussi nous ont transmis, en fait, de génération en génération, nous a appris que la politique, c'était simplement la mort. Oui. Celui qui s'y intéresse, c'est la mort. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'affaire des autres. Donc, je pense que les jeunes ont grandi avec cette peur. Oui. D'ailleurs, il y a un chanteur, Péchi Bozard, chanteur de Mbolé. La philosophie dit qu'un artiste chante ce qu'il voit dans son environnement. Dans une de ses chansons, il dit « Mon père m'a donné un conseil. Mon fils n'entre surtout pas dans la politique. » Il y a une phrase comme ça dans une de ses chansons. Et quand j'écoute ça, je me dis, effectivement, c'est ce que nos parents nous disent à tous. Ce n'est que la conséquence, en fait. Ce n'est que la conséquence. Et à ce moment-là, on a continué à faire croire aux jeunes qu'il ne fallait pas qu'ils s'y intéressent. Et nos vieux, nos grands-parents sont restés là parce que les jeunes avaient peut-être peur de s'engager. Oui. Ou alors ils n'étaient pas assez, parce qu'il y a toujours des jeunes qui sont engagés en réalité. Mais ils n'étaient pas assez. Il faut qu'il y en ait plus pour que justement ça puisse peser. Mais est-ce que ceux qui nous gouvernent depuis, on va dire, depuis plusieurs décennies, ne sont pas responsables ou encore ne sont pas heureux que ce soit ainsi? Qu'on ait moins de jeunes qui s'intéressent à la politique, qui sont intéressés par autre chose. C'est pas que c'est mauvais de s'intéresser à autre chose, mais au moins reconnaître que la place de la politique est assez importante, et parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on définit notre avenir. La politique est très importante, elle n'est pas assez importante. Voilà. Rien ne se fait sans la politique. C'est clair. Oubem Nyabé disait que si tu n'as pas la politique, c'est que tu n'as pas le désir de vivre. Tu vois à quel point c'était... Donc c'est que la politique, en fait, c'est vraiment ce qui régit la société. Rien ne fonctionne dans la politique. On est d'accord. Les décisions sont prises là-bas. Ouais. Est-ce que nos vieux ne sont pas assez fiers? Bien sûr que si. Vu que si vous ne vous y intéressez pas, eux, ils le font. La place que tu ne prends pas, on dit quoi? La nature a horreur du vide. Quelqu'un d'autre va la prendre. Et ça, c'est clair. En fait, on ne se rend pas compte. Souvent, quand on parle d'un autre président qui a fait 43 ans au pouvoir, c'est pas que le président. On a une administration dans laquelle les gens qui sont là depuis l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire que ce sont les mêmes têtes qui nous gouvernent depuis 60 ans. Ouais. Si c'est pas le père, c'est que c'est là le fils. Mais en tout cas, c'est les mêmes personnes qui traînaient déjà, en tout cas dans un cercle, qui avaient déjà des liens. On prend les mêmes et on recommence depuis des années. Parce que justement, on n'est pas allé chercher. On ne donnera pas le pouvoir aux jeunes parce qu'ils ont envie ou parce qu'ils sont trop intelligents, parce qu'ils sont trop compétents. Non. Il faut aller réclamer ce pouvoir. Il faut aller le demander, il faut aller le chercher. Il faut montrer qu'on est présent et qu'on a envie de le faire. Les vieux ne vont pas laisser ce qui leur donne l'argent, ce qui leur permet de vivre comme des pachas, parce que les jeunes simplement, genre juste parce qu'ils ont le bon cœur. Non, vraiment les jeunes doivent comprendre que c'est là-bas que se décide leur avenir. Il faut y être et donc il faut y aller. On a ce problème aujourd'hui parce que j'ai eu à interviewer certains entrepreneurs où quand je leur posais la question sur la politique, ils disaient non, moi je préfère me concentrer sur mon business, sur mes entreprises et ne pas parler de politique parce que si je parle de politique, on risque de fermer ma boutique, je risque d'avoir des problèmes au port et tout ça. Donc est-ce que quelque part, il ne faut pas les comprendre aussi? On peut les comprendre, mais c'est là le problème, justement. Oui. Est-ce que c'est normal que parce que tu donnes ton avis sur la politique, on ferme ta boutique? Non, c'est pas normal, justement. C'est pas normal, donc c'est ça qu'on doit tous régler. Oui. À la fois, eux et nous. Eux qui ne parlent pas de politique, on aimerait bien que, justement, dans un pays normal, ils puissent parler de ce qu'ils veulent, sans que ça ait un impact sur leurs activités. Bien sûr. Ou du moins que l'impact soit minime. Ils doivent avoir des avis sans penser derrière qui seront réprimandés. C'est justement là le combat. C'est qu'il faut... En fait, quand on parle de liberté, je le dis souvent, quand on parle de liberté pour nos pays, il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nos petits personnes. Il s'agit vraiment de tout le monde. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, celui qui ne veut pas le Cameroun, par exemple, on parle de développement. Quand on parle des routes, l'autoroute Douala-Yaoundé, est-ce qu'il n'y a que les pauvres qui empruntent la route? Même les riches. Donc, même si tu as 40 000 entreprises, tu es hyper riche. Le jour où tu fais l'accident sur l'autoroute de la Yaoundé, le temps que les sapeurs-pompiers arrivent de je ne sais pas quelle ville, aider à où, je ne sais pas où, tu as 90% de chances de mourir. Oui, parce qu'ils vont traverser les mêmes obstacles en fait. Les mêmes obstacles, le temps qu'ils arrivent entre les embouteillages, je veux dire, et les personnes qui vont arriver pour venir te secourir, qui n'ont pas la formation en premier secours, qui vont vouloir bien faire, mais qui par manque de formation vont peut-être même te tuer avant que... la situation, Donc c'est tout ça en fait, c'est un système. Quand tu as ton enfant... Par exemple, tu peux dire que oui, ok, toi tu vas seulement te soigner en Europe parce que toi tu as les moyens d'aller. Ok, et le jour où tu as un AVC au Cameroun, le temps qu'on appelle l'ambassade, machin, on va devoir te soigner là. Intervention d'urgence, c'est les mêmes hôpitaux que tu as refusé de développer qui vont sans doute te tuer à ce moment-là. C'est clair en tout cas. Et donc il s'agit de tout le monde. C'est pas parce que tu es riche que tu as pensé que ça ne te concerne pas, ça concerne tout le monde. Il ne s'agit pas seulement des plus pauvres. Sinon, je pense que j'aurais pu rester en France, m'asseoir et boucler mes... Enfin, je dis, chercher un petit CDI et la fermer. Mais non, c'est que je suis vraiment consciente que, pour ma part, le Camerounais devrait avoir le minimum. C'est-à-dire la santé, aller à l'école. La sécurité, tout ça. C'est tout. On ne demande pas que tout le monde soit riche. On ne sera pas tous milliardaires, c'est un fait. Mais on doit quand même être des humains. Et l'humain, c'est la dignité. Je dois pouvoir aller à l'école de manière décente. Je dois pouvoir avoir des routes. Je dois pouvoir faire le commerce librement. C'est tout. Avoir la liberté d'expression.
on ne demande pas plus. Parlant de liberté d'expression, est-ce que tu penses vraiment que, je vais prendre le Cameroun en particulier, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une liberté d'expression au Cameroun? Non. Parce qu'au vu du contexte, si dans les textes, on va dire, on parle de démocratie, qu'on est libre politiquement de parler, mais que dans les faits, quand on va dire qu'on n'est pas d'accord, quand on va demander un peu plus, on va se sentir inquiété, on va se faire arrêter. Je te rejoins dans le fait qu'il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a la liberté d'expression, mais c'est la liberté après l'expression qui n'existe pas. Clairement, voilà. Donc, on a des cas qu'on peut citer. Samuel Oualizi, comment il s'appelle, le monsieur qui est mort de manière terrible. J'en ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs, le journaliste Martinez Zogo. Ouais. Ce sont des preuves... Julien Gombe, le jeune qui avait été arrêté, jeune, juste pour des vidéos TikToker, oui. Ce sont des preuves là que la liberté d'expression chez nous, elle est menacée. On devrait pouvoir s'exprimer. Je suis d'accord qu'il peut y avoir... il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Des abus, parce qu'il y a des abus. Oui, dans tous les pays d'ailleurs, peu importe le pays le plus libéral dans lequel je te trouve, tu vas pas aller insulter quelqu'un ou diffamer quelqu'un parce que tu liberté d'expression. Ok, il y a des règles à respecter. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit tuer, comme on a tué Martinez Zogo? Non, pas du tout. De manière aussi effroyable, qu'on doit pouvoir retrouver son corps sur un terrain nu et que des années après on demande encore qui a tué Martinez Zogo? C'était totalement ubuesque. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on parlait de liberté d'expression au Cameroun? Je pense moi. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place avec ta vision? Est-ce que tu fais déjà, parce que tu mènes aujourd'hui beaucoup de gros combats. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire aujourd'hui pour que les jeunes se sentent au moins inquiétés et qu'ils aient réellement l'envie de s'impliquer dans la politique? C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes se sentent moins inquiétés. C'est qu'est-ce que les jeunes vont faire pour l'avenir de leur pays et pour qu'eux se sentent moins inquiétés. Qu'encore une fois, moi je ne crois pas qu'un messie viendra de quelque part pour venir nous sauver. Vraiment, ça n'existera pas. Le ciel ne va pas s'ouvrir un matin et dire que bon, Cameroun, je déverse sur toi l'onction du développement, de la liberté d'expression. C'est vrai. Non, il faut que les jeunes se demandent qu'allons-nous faire pour nous sauver. Donc, on ne va pas venir nous sauver. Il faut qu'on puisse se sauver soi-même. Il faut qu'on puisse trouver les moyens, les voies et moyens pour pouvoir justement apporter le changement que nous voulons voir dans notre pays. D'accord. Donc pour toi, il est plus question de ce que chaque jeune est prêt à faire pour sa propre liberté. Exactement. Que ce qu'un candidat ou encore un messie viendra faire comme tu l'as dit. Moi, en tout cas, c'est très clair pour moi. Donc, on va directement passer à ton candidat. Je préfère dire ça comme ça parce que c'est quelqu'un que tu défends beaucoup aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce choix. Aujourd'hui, on est d'accord que c'est pas le parti au pouvoir que tu soutiens. Et donc, il y en a plusieurs. Il y a une dizaine. Et tu as fait le choix d'un seul. Donc pourquoi aujourd'hui, je n'aurais pas peur de dire son nom, c'est Samuel Hiram Iodi, très brillant, beaucoup l'apprécier aujourd'hui. Pourquoi tu fais le choix de ce candidat-là? Bon, premièrement, en tant que citoyenne, moi j'ai pris conscience de ma citoyenneté très tôt. Donc il fallait faire un choix, il fallait voter. Moi je encourage les jeunes à aller voter d'ailleurs. Si vous avez les cartes électorales, n'hésitez pas, 12 octobre à aller voter. Il fallait voter et donc dès l'instant où tu sais qu'il faut voter, il faut bien choisir un candidat. On a des candidats, on va dire, traditionnels, qui sont là depuis au moins 7 ans. Cabral Libi, Maurice Kamto, qui était déjà là au précédent des élections, Joshua aussi. Voilà, qui sont là depuis. Donc on a pu voir un peu ce qu'ils ont fait, on a pu voir quelles sont leurs idéologies. Donc on serait peut-être attendu que mon choix se dirige vers l'un d'entre eux. La logique. Je choisis Hiram parce que je porte les valeurs qu'il porte. Parce que le développement qu'il veut pour son pays, l'idée de développement qu'il a pour son pays, je la partage. Je pense que notre pays a réellement besoin de quelqu'un qui est profondément ancré dans ses valeurs et résolument tourné vers l'avenir. C'est exactement ce qu'il est. C'est exactement également comme ça que je me décris. Moi, je suis d'abord fière d'être camerounaise, avant d'être autre chose. Je suis fière d'être camerounaise, je suis fière des valeurs ancestrales que j'ai reçues donc de mes lieux. Je suis fière de ma culture. Mais je pense aussi qu'on doit pouvoir s'inspirer de ce qu'on a été pour construire ce qu'on a envie de devenir. Qu'on est clair. Et j'ai croisé comme ça un candidat qui disait la même chose que je disais déjà, peut-être pas avec la même profondeur. La même énergie. Mais qui le dit. Il dit exactement la même chose. Il a une idée du développement du Cameroun qui se base sur ce que les Camerounais faisaient déjà. Ce n'est pas l'idée d'aller prendre ce que les Français font pour venir copier-coller. Non, c'est qui nous sommes et comment est-ce qu'on réussit à construire et à développer un pays par rapport à ce que nous sommes. Ses valeurs me parlent, son projet me parle, la personne, son parcours. Donc en fait, je me suis tellement reconnue dans toutes les parties de son discours et de sa personne que je me suis dit qu'en fait, on défend un candidat parce qu'on a des convictions, parce qu'on croit vraiment en lui. J'aurais pu choisir un candidat et aller simplement le 2 octobre pour voter, sans forcément vous inciter à voter pour lui aussi, simplement parce qu'il fallait voter. Mais étant donné que son combat, encore une fois, et ses valeurs me parlent, je me suis dit qu'il fallait qu'on y aille ensemble.
Parce qu'on est sur un chemin où justement, on a besoin de personnes qui s'engagent plus. Et ce serait aussi malhonnête de ma part de dire tous les jours au Camerounais, engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Et on ne voit pas ce que tu fais. Et moi-même rester derrière mon téléphone juste à le dire. Et s'il fallait que je le fasse, parce qu'à un moment donné, il faut le déclic. Je ne t'engage pas parce que tu veux t'engager, mais parce qu'à un moment donné, tu ressens que c'est le moment. Et là, j'ai ressenti que c'est le moment. C'est notre moment. Notre génération a quelque chose à faire. Oui. Il était temps. Et j'y suis allée. Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'il est inexpérimenté ou alors qu'il n'a pas assez d'expérience, il n'a pas le réseau politique ou encore la machine qu'il faut pour battre le système qui est en place? Et ça, c'est une question qui revient beaucoup sur les réseaux. Battre le système qui est en place. Oui. S'il n'a pas d'expérience et qu'il n'est pas battre le système qui est en place, qui a? Non. Les gens veulent justement faire allusion à d'autres candidats qui sont là bien avant, comme tu l'as dit. Les candidats là ont battu quel système en place? Non, je suis d'accord avec toi. On va dans ton sens. Oui, allons-y. Si mon candidat n'a pas l'expérience et le système pour battre... Et tu as dit quoi? Le réseau système en place, oui. Il n'a pas un réseau solide, voilà. Pour battre le système en place. Oui. Ça veut donc dire qu'au moment où il est arrivé, il devait déjà trouver quelqu'un qui a le réseau et qui a battu. Oui. Mais visiblement, avec vos systèmes et vos réseaux... Comment ça, vos systèmes? Non, quand je dis vos, je parle à ceux dont tu dis qui disent ça. S'ils avaient la solution, on ne serait pas dans 43 ans. Là aujourd'hui, oui. Ça veut dire que... Et moi, je pense qu'il ne faut pas faire les mêmes choses, attendre des résultats différents. Pour moi, le seul système qui peut battre un système comme le nôtre... Là, j'ai employé le mot système 2 fois. Oui. Mais la seule chose, ou bien, je ne sais pas comment expliquer, la seule force qui peut battre un système, c'est le peuple. Un président qui a le peuple avec lui peut battre n'importe qui. Ça, c'est clair. Parce que la voix du nombre résonne plus que n'importe quel autre accord signé à X ou Y endroit. Je suis d'accord avec toi, même si ça se discute un peu. Mais on va revenir sur la question après, parce que justement, si tu as le peuple avec toi, on est d'accord que voilà, tu as la majorité. Mais est-ce que le système en place aujourd'hui est prêt à donner ce mandat à quelqu'un d'autre s'il a gagné dans les urnes, en fait? En fait, un peuple qui participe, un peuple qui vote, un peuple qui s'implique, se sent concerné par les résultats d'une élection. Ok. Quand les gens n'ont pas voté, quand ils savent d'eux-mêmes... Qui n'ont pas voté. Oui. Qui n'ont rien fait pour que ça change. Oui, je vois. Le jour où tu lui as dit qu'on a voté ton élection... Ça fait ni chaud ni froid. Oui, il est tranquille, il se dit ouais... mais sans plus. Parce qu'il sait que lui, il n'est pas concerné directement. Alors que si je sais que j'ai donné mon vote, je demande à mon voisin, tu as donné ton vote à qui? Nous tous, on est d'accord qu'on a donné le vote pour la même personne. Et puis nous, on nous dit que ce n'est pas ça. On va se poser des questions. Mais en fait, le problème de notre peuple, qu'on le veuille ou pas, on est découragé. On nous a dit que ce n'était pas possible. On nous a dit que ça ne servait à rien. On nous a dit que même si on fait pas, ça ne va pas changer. On a intériorisé ça. Et on a arrêté de faire. On a arrêté de faire et on commande le changement comme si c'était un plat au restaurant. Alors qu'en réalité, le changement, c'est quoi? C'est juste des gens qui s'engagent et qui s'impliquent. Dites-moi dans quel pays au monde vous avez déjà vu qu'un peuple qui se lève, un peuple qui décide d'aller changer, que ça par le vote ou par d'autres moyens, celui qu'on choisit. Vous avez déjà vu où un système qui a battu un peuple qui a envie de changer? Ça n'existe pas. C'est vrai, mais le problème aussi au Cameroun, c'est qu'on a pratiquement 12 opposants aujourd'hui, mais tous battent campagne pour eux. Ça, c'est la vérité. Donc, chacun parle de lui et de sa vision. Mais le peuple, justement, n'est pas qu'avec une seule personne. Donc, ils sont partagés entre les 12 candidats. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que chaque candidat, chaque opposant soit dans son coin ne soit pas un problème? Et que s'il y avait peut-être une coalition, que peut-être il y avait un groupe de 5 qui avait formé quelque chose de plus fort, de plus puissant, ce serait plus simple, en tout cas moins difficile. Premièrement, je pense que si les opposants discutent de coalition, ils ne vont pas le faire sur Facebook. Ni sur TikTok. D'accord. Ils ne vont pas appeler tous les Camerounais pour dire venez écouter comment on parle de coalition. D'accord. Il ne faut pas croire que, étant assis dans sa petite chambre, dans son petit salon, on sait mieux que des gens qui sont en train de donner leur vie. Parce que être opposant au Cameroun, c'est donner sa vie pour... Ce n'est pas ce n'est pas un truc à prendre à la légère. En tout cas. Le prix de l'engagement au Cameroun, on le paye cash. Moi, je le paye tous les jours. Donc, je sais de quoi je parle à mon petit niveau. J'imagine pas ceux qui s'engagent de manière aussi frontale. Donc, les gens qui sont là, qui sont en train de vouloir faire un changement, ils sont conscients. Ils entendent bien ils sont conscients qu'il faut peut-être une coalition. Et que c'est peut-être une solution. Une solution, exactement. Mais je pense aussi que ce n'est pas la solution sine qua non. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que si on ne fait pas de coalition, on ne peut pas gagner le pouvoir. Ça, c'est faux. Parce que justement, on essaie de nous faire croire que c'est vrai. Pour légitimer une forfaiture. C'est-à-dire que tellement vous aurez intériorisé que
pas de coalition, pas de victoire. Égale défaite en tout cas. Ça veut dire que dès l'instant où il n'y a pas de coalition, si vous perdez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. En fait, ce sera légitime de... Voilà, la dire que, légitime, oui. Oui, donc du coup, c'est à cause des opposants qu'on a perdu. Non. Je veux prendre... Parce qu'aujourd'hui, on cite beaucoup le Sénégal en exemple. On dit que le Sénégal... voilà, machin, ok. Premièrement, bon, on ne va pas forcément trop comparer le Cameroun au Sénégal parce que le Sénégal est une démocratie effective. Oui. Démocratie, pourquoi? Parce qu'ils ont des institutions fortes. Quand Macky Sall a dit « je ne pars pas », la Cour constitutionnelle lui a dit « tu pars ». Parce que ce que tu dis n'est pas légalement acceptable. On a des pays comme ça qui ont des institutions qui peuvent dire non au président. Au Cameroun, on n'a pas ça. Dites-moi quelle institution aujourd'hui peut bien dire oui, toi tu vas dire non. Ça, il faut d'abord s'atteler à construire ça. Et ça, ce n'est pas simplement le travail des leaders politiques, c'est un travail collectif. Il faut donner l'impression que tout appartient à la même personne. Premier point. Le second point, le Sénégal, il y a une élection à 2 tours, normalement. Donc ça veut dire qu'au premier tour, vous pouvez être 1000. Oui. Et après, au second tour, dans tous les cas, vous allez vous retrouver à 2, dans les 2 premiers. Ok. Mais quand Diomaye Faye devient président, ils font qu'un seul tour. Et il y a 19 candidats. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il y en a 19. Ouais. Et parmi les 19, Diomaye Faye a 53% de suffrages exprimés. Il n'y a pas eu de deuxième tour. C'est pour vous dire que parmi 19 personnes, le peuple sénégalais qui a voté a réussi à choisir quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est clair. C'est ça en fait que je vous dis la puissance d'un peuple. C'est qu'un peuple voit un leader, s'arrange sa ligne derrière lui, et lui donne la majorité. Et c'est possible au Cameroun. Parce qu'au Cameroun même, et lui il a 53%, au Cameroun, on ne gagne pas une élection parce qu'on a 53% ou 51%. L'élection se gagne parce que tu as un point de plus que ton voisin. La majorité en tout cas. Ça veut dire que si j'ai 11%, toi tu as 9%, et que j'arrive premier avec 11%, je gagne. Clairement. Donc, quand on parle de coalition, c'est comme si en fait c'est devenu un dogme ou bien on est en train de nous dire que c'est la messe. Même si tu penses que c'est une solution, oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quand même des solutions qui peuvent arriver, qui doivent accompagner. Oui. On peut coaliser aujourd'hui, mais si derrière on n'a pas un peuple qui va voter, ça ne sert à rien. Oui. Tu vas coaliser, après on va cotiser vos 0,2, 0,3, 0,4. Ça n'aura pas d'effet. Oui. Et quand on regarde les élections au Cameroun, en réalité, souvent les 3 premiers opposants, les 3 premiers candidats se partagent les 90% des voix. Donc après, il y a... Les 0,00 là. Ouais. Mais c'est souvent les 3 premiers qui se partagent le pourcentage majoritaire. Donc ça veut dire que en 2018, par exemple, si on faisait Camto plus Cabral, vu que c'est les deux, ils allaient avoir, je crois que Cabral avait eu peut-être 5% et Camto dans les 15 ou 16% comme ça, ou 14, je ne sais plus. Mais en tout cas, les deux réunis, ça allait faire 20%. Grand max ou 25% si j'arrondis. Et le président en face, ça allait toujours avoir 75%. C'est clair. Donc, même avec la coalition entre Cabral et Camto, qui étaient les plus grands opposants, on n'avait pas gagné. Ça n'aurait pas été la solution. Mais maintenant, parlant de... Parce que le peuple ne vote pas. Ok, parlant de majorité, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Hiram a déjà convaincu la grande partie ou encore est sur la bonne voie pour convaincre que ce soit les jeunes, aujourd'hui on appelle le candidat des jeunes, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et les vieux? Je ne sais pas si Hiram a convaincu la grande majorité, parce qu'on ne le saura que le 12 octobre. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on aura exprimé nos suffrages. Mais ce que je sais, c'est que dans la liste des candidats qui sont en train de compétir, personne ne sait qui a convaincu la grande majorité, vu qu'aucun d'eux n'a eu un score qui a fait enlever le président. Si avec quelqu'un qui avait... En fait, encore une fois, s'il y avait quelqu'un qui avait déjà fait et on l'avait vu, on pouvait dire que bon, c'est lui qui a la méthode. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a enlevé 43 ans. Ce monsieur au pouvoir. Donc, l'instant où vous me montrez quelqu'un qui l'a fait, je pourrais dire, ok, allons avec lui. Il sait quelle est la bonne voie. Mais chacun essaie sa technique. Parce qu'on a justement l'impression qu'aujourd'hui, Hiram est le candidat des jeunes. Le candidat des jeunes, mais est-ce que les vieux, est-ce que les personnes âgées qui vivent au Cameroun depuis, par exemple, les indépendances, qui ont connu les réalités d'avant, les réalités d'aujourd'hui, est-ce que ces personnes-là sont vraiment connectées à lui? Toi, par exemple, qui travaille sur sa communication, est-ce que il y a vraiment ce ressenti-là? Parce que je pense que vous avez des indicateurs qui vous permettent de voir dans quelle mesure les choses avancent, de voir s'il y a des choses à améliorer. Si vous sentez aujourd'hui, par exemple, que pour gagner, par exemple, les élections, il faut les jeunes et les vieux. Si dans vos activités aujourd'hui, vous constatez que vous avez plus de jeunes et moins de vieux, c'est un problème qu'il faudra résoudre. Donc, comment est-ce que vous travaillez à ce niveau-là? Est-ce que Hiram est le candidat des jeunes? Bon, ça, c'est l'expression qui vient sur les réseaux. Ça, je ne sais pas. Et dans tous les cas, c'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, la jeunesse camerounaise, ce que moi j'appelle jeunesse, je parle de jeunesse jusqu'à au moins, allez, je vais être gentil, 45 ans. Ok. Au Cameroun, ils sont à 17 ans, mais moi j'ai 45 ans. 45 ans, oui. La jeunesse camerounaise représente 70% de la population. C'est-à-dire qu'il y a 70% de la population camerounaise qui a moins de 45 ans. 45 ans, oui. Donc si tu es candidat des jeunes, c'est qu'en l'occurrence, je suis candidat à la majorité. Bon, peut-être quand certaines personnes disent jeunes,
ils n'ont pas le même baromètre que tu as. Donc normalement, quand on a des jeunes, c'est plutôt bon signe. C'est quand même la majorité. Mais quand les gens le disent de manière péjorative, parce que justement, les jeunes ne s'engagent pas, les jeunes ne votent pas. Donc, surtout quand le sens de la phrase. Maintenant, lorsque on regarde les chiffres des personnes qui sont inscrites en 2025, on a à peu près 8 millions d'électeurs. Parmi les 8 millions, il y a au moins la moitié qui a moins de 40 ans. D'accord. Donc, ce sont ces jeunes-là. Si vous parlez des jeunes, les jeunes en question sont quand même une très bonne partie des électeurs en question. Et il faut aussi, si on prend maintenant les chiffres de 2018, par exemple, vous allez voir qu'en 2018, il y avait 6 millions d'inscrits. Parmi les 6 millions, il n'y a que 3 millions qui sont allés voter. Donc, il y a 3 millions qui sont allés voter. Donc, il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas voté en 2018, dont on ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas si c'était jeune, parce que moi, je n'ai pas vu la liste électorale. On ne sait pas ce qu'on a fait finalement de la carte. On ne sait même pas, en fait. De leur voix, en fait. De leur voix. Oui. Donc, je suppose qu'ils n'ont pas été comptés, vu qu'on a dit qu'il y a 3 millions qui ont voté. Mais il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas été convaincues. Qu'ils soient jeunes ou vieux, s'ils n'ont pas allé voter, ça peut-être qu'ils n'ont pas été convaincus, ou bien ils n'avaient pas le temps, mais en tout cas, il y a plusieurs raisons qui font qu'ils n'ont pas exprimé leur suffrage. Mais tu te rends compte quand même que si un candidat avait eu les 3 millions là, il aurait gagné en 2018, parce que le président Paul Biya qui a gagné avait seulement 2 millions et quelques d'électeurs. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 3 millions de personnes qui ne savent pas pour qui voter, à qui ils parlent. Il y a les 2 millions qui sont ajoutés aux 6 millions, parce qu'aujourd'hui on a 8 millions. Les primo-votants, comme on les appelle, c'est 2 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme, En général, quand on s'inscrit en premier, soit c'est parce qu'on est convaincu déjà par un candidat et on veut le suivre, soit c'est qu'on vient d'avoir 21 ans ou 20 ans, et donc on a la première fois envie d'aller voter. Mais si vous me dites qu'aujourd'hui, parler à cette génération, à ces primo-votants et à ces indécis de 2018, c'est pas une bonne technique, moi je ne sais pas quelle est la bonne technique. Non, en fait, parlant de bonne technique, tu vois, je pèse les mots au niveau du fait que certaines personnes, quand ils disent jeunesse, tu vois, ils le disent de manière péjorative, comme tu l'as dit, et pas forcément avec les différents indicateurs que toi tu as. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup quand ils disent jeunesse, ils ne font pas justement la différence entre tout ce qui va être ceux qui sont allés s'inscrire, ceux qui vont voter. Et donc, entre tous ces éléments-là, il y a un gros contraste, et puis tout ce qu'on va dire dans la masse sur les réseaux. Donc ça, moi, j'entends bien. Mais c'est pour ça que moi, je ne vais pas débattre sur les mots. On ne va pas s'arrêter sur les petits mots, jeunesse, pas jeunesse. Mais justement, si cette jeunesse-là, aujourd'hui, porte un candidat, qu'elle aille voter. Et quand je parle de jeunesse, mais même, il n'a pas que des jeunes qui le suivent. Il y a même des parents qu'on rencontre tout le temps dans la rue qui nous disent depuis moi, je suis une maman de tel âge, j'ai jamais voté, mais pour toi, je vais voter. Parce qu'elle n'avait jamais peut-être été convaincue. Ou alors ça en lui quelque chose. Parce qu'en réalité, un politicien, les gens votent pour un politicien pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont voté pour Hiram parce qu'il est beau. Comme on le dit sur Internet. On a eu tout à l'heure le débat quand je rentrais. Il y en a qui ont voté pour lui parce qu'il a un bon programme. Il y en a qui ont voté pour lui parce qu'ils ont fréquenté ensemble. Il y en a qui ont voté pour lui parce que, je sais pas, pour plusieurs raisons différentes. Donc, il ne faut pas seulement aller séduire ceux qui vont voter pour toi pour X ou Y raison. Il faut prendre en compte tous ces atouts-là et les mettre dans un panier et espérer capter toutes les voix en question. Du moment où ça compte comme une voix et que dans la majorité, ça te fait gagner. Parce que dans l'une, on va pas te demander pour quelle raison est-ce que je vote. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on puisse voter pour lui, pour ses idées, pour la vision. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps de regarder qui est Hiram et qu'est-ce qu'il porte. Parce que je pense réellement, j'avais tout à l'heure un ami qui était là, Christian, avec qui on a fait une interview. Au début, quand on a fait l'interview, il ne connaissait pas Hiram. Il n'a jamais entendu parler de lui, il l'avait jamais vu. Mais à la fin de cette interview, qui est encore disponible sur YouTube d'ailleurs, il dit une phrase. Ce gars n'est pas venu seul, il porte quelque chose. Dans la salle, on était 10. Les 10 personnes ne le connaissaient pas. À part moi qui le connaissais, les autres ne le connaissaient pas. Tous ont adhéré ce jour-là à la candidature et aujourd'hui sont soit dans l'équipe de campagne, soit de près, soit de loin. Parce que justement, Hiram dégage quelque chose. Moi, je l'ai dit dans une vidéo, il dégage quelque chose de fort. Et quand je dis quelque chose, les gens vont croire que c'est parce que non. Je ne parle pas de il est beau, non, c'est pas la question. Il porte des convictions, il ne parle pas de choses, c'est-à-dire il ne te parle pas de choses superficielles. Ce qu'il le dit, il le pense, il le dit avec son énergie, son aura, ses tripes. Quand il parle de plus au Cameroun, c'est pas aujourd'hui. Il n'a pas, parce que les gens disent il vient d'arriver, il vient pas d'arriver. Son parcours justement retraçable pour vous montrer que c'est quelqu'un qui depuis son bas âge avait une vision précise. Peut-être qu'il n'articulait pas comme il le fait aujourd'hui à 37 ans avec un peu d'expérience. Il n'a pas la même stratégie. Mais en réalité, il a toujours eu les mêmes convictions. Il a écrit un livre à 23 ans que je suis en train de lire. Mes rêves de jeune le Cameroun pour les 50 prochaines années. J'ai déjà lu 2 fois. Je le relis une 3e fois. À chaque fois que je le lis, je me rappelle pourquoi je me suis engagé avec ce gars. D'accord. Pour te dire. Et des choses qu'il écrivait déjà en 2011, au moins il écrit le livre à 23 ans, sont dans le programme aujourd'hui.
en 2025. Donc, je comprends qu'il y a toute une cohérence entre la personne qui était avant et ce qu'il fait aujourd'hui. En fait, il y a un enchaînement. Il y a un parcours, même dans les idées. Il a juste mûri ce qu'il pensait déjà. Il a juste mis des chiffres, ce qu'il pensait déjà. Mais la vision était là. Et quand justement je l'écoute, quand je le vois, quand je l'entends, je me reconnais. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je vous parle de développer le Cameroun, machin, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que dans 50 ans, quand je vais faire des choses, on va dire, mais elle sortait d'où? Alors qu'elle faisait déjà quand même des petites choses à 23 ans. J'espère quand même qu'on se souviendra au moins que je faisais quand même ma petite part. En fait, c'est un peu le petit souci qu'il a aujourd'hui. Et moi, je l'ai quand même dit. Et on m'a quand même visé un peu des calures sur le sujet. Parce que je disais, peut-être tu le découvres aujourd'hui. Mais il est resté depuis, il a mené des actions depuis. Après, au niveau de la raison pour laquelle on le vote, moi je suis un peu gêné quand j'ai vu certaines personnes, beaucoup plus des femmes, dire que je le vote parce qu'il a un beau costume. Je le vote parce je me permets l'expression, parce qu'il a les lèvres roses. Or, moi j'estime quand je l'ai écouté depuis, même si depuis ce moment-là, c'était pas, je ne m'engageais pas forcément pour lui, mais quand je l'écoutais, je parle de cohérence. Je parle d'aura, je parle de force et de détermination. Et je me dis, mais celui-ci, on doit le suivre pour plus. Donc, il a une page Facebook, il communique, il est sur les réseaux, pas comme certains. Donc, il est sur les réseaux, il communique. Donc, il a proposé, je ne sais pas comment ça s'appelle, 12 clés pour libérer le Cameroun. Exactement. Mais allez, il faut lire, il faut commencer par lire ça. Et pas miser tout l'avenir d'un pays parce que quelqu'un a un beau costume. Donc, en tout cas, moi, quand même, ça, je suis d'accord. Pas très fan. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça, c'est dans le monde idéal. Oui. Quand les gens vont voter par rapport aux idées, il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Parce que dans un électorat, comme je t'expliquais, sur 8 millions de personnes qui sont inscrites là, chacun va voter pour des raisons personnelles ou différentes. Il y a des gens qui vont voter parce qu'ils veulent le changement. Donc, ils ne veulent rien comprendre, ils ne veulent rien savoir d'autre pour le changement. Et il y en a qui voteront pour lui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se demande, les gens votent pour Paul Biya. Il y en a qui votent pour lui et qui le défendent même. Voilà. Il y en a qui votent pour Paul Biya parce que, par exemple, Paul Biya a mis son père ou sa soeur à un travail. Du moins, quelqu'un a mis ça. Donc, il relie ça au président. Oui. Les gens vont voter pour des raisons. Vous allez vous demander, mais c'est lunaire, mais c'est pour ça que les gens vont voter. Donc, il faut comprendre que, malheureusement, l'électorat n'est pas comment on dit, homogène. Oui. On ne peut pas tous suivre quelqu'un pour la même raison. Pour la même cause, en fait. Même toi, quand tu fais des vidéos, je mets la chemise, il faudra que tu vas être sapé. Tu aurais pu venir sans te laver et t'asseoir en t-shirt délabré, déchiré, voilà. En te disant que ce que je vais dire est plus important que mon apparence. Pourtant, tu soignes ton apparence. Parce que tu es quand même conscient qu'il y a des gens qui vont te regarder, qui ne retiendront rien de ce que tu as dit, mais qui se rappelleront de ta chemise blanche. C'est comme ça. Oui, ça aussi, c'est important. Alors, si je te demandais 3 raisons, encore 3 éléments sur lesquels pour lesquels tu crois en son projet. 3 clés sur lesquelles tu t'appuies pour défendre son projet. 3 clés. Je pense, je ne les ai pas dans l'ordre. Je ne sais pas qui est la numéro 1, qui est la numéro 2, mais en tout cas, pas forcément les clés qu'il a citées, oui, voilà, mais comment toi tu décris ça? L'une des clés, en tout cas pour moi, qui est très importante, je pense que c'est la deuxième. Oui. C'est le dialogue qu'il propose, la grande conférence souveraine. Oui. Une conférence nationale souveraine pendant laquelle, justement, en fait, il dit ceci. Lorsqu'il devient président en 2025, c'est ce que nous savons que nous allons faire. Ce n'est pas un débat beaucoup, mais il faut que le peuple aille voter. Si le peuple vote, Hiram devient président en 2025. C'est une certitude. Dès qu'il devient président en 2025, on prend un an pendant lequel on consulte tous les couches de la population à différentes échelles. On commence du plus bas au plus grand. Ouais. On fait les conseils de quartier. On va dans les universités. On va dans les chaufferies. Du moins, les personnes habilitées vont, pas le président. On consulte à chaque étape pour justement poser les questions sur la forme de l'État, la manière de s'organiser. Comment est-ce qu'on veut construire notre pays? Comment est-ce qu'on le voit? Après tout ça, au bout d'un an, donc de 12 mois, on s'assoit avec les différents représentants qui auront été nommés par les différentes couches sociales et les différentes sociétés, à différentes échelles. On s'assoit ensemble et on réécrit la constitution camerounaise. D'accord. On se redemande comment est-ce qu'on veut construire le Cameroun, à quoi est-ce qu'on veut ressembler. Parce qu'en réalité, le Cameroun est un pays qu'on a arrêté la colonisation. Les textes qu'on a aujourd'hui sont les textes qu'on a écrits en 1958 en France, au général de Gaulle. Selon leurs caractéristiques, selon leur histoire, selon leur culture, on nous a imposé des textes qu'on est en train d'appliquer sans vraiment les comprendre. Mais en réalité, une constitution, ou même peu importe comment on l'appelle, un texte qui régit l'organisation d'un pays, va pouvoir reposer sur l'essence de ce pays-là. Qu'est-ce qu'il représente? Et donc, pouvoir s'asseoir ensemble, parler de la forme de l'État. La forme de l'État va également résoudre le problème de la crise anglophone. Parce que la crise anglophone est arrivée justement parce qu'on n'a pas assez écouté nos frères qui, justement, disaient on est marginalisés. Qui se sont délaissés, On est X, on est Y, on leur a dit non, taisez-vous. Et au final, ça a créé ce qu'on appelle la crise anglophone.
Alors aussi, à la base, on s'était assis, on avait simplement discuté et vu comment ensemble on voulait s'administrer, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc, il propose vraiment qu'on reparte ensemble s'asseoir et après repasser cette constitution-là au référendum pour que chaque Camerounais puisse choisir la manière dont il souhaite construire le pays dans lequel ses enfants devront grandir. Ça, c'est l'une des clés qui me parle. La seconde clé, il parle de rebaptiser toutes les rues, les écoles, les monuments au Cameroun. Pour moi, il est inadmissible que tu marches dans la rue, tu vois le lycée Général Leclerc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lycée qui m'énerve plus que celui-là. Parce que le Général Leclerc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un monsieur qui avait des propos envers les minorités très déplacés. Ça, c'est vraiment pour être gentil. Et pour ne pas faire que ton truc va signaler. Et donc, il est inadmissible qu'au Cameroun, moi, j'ai un lycée, que je sois fier d'aller au lycée Général Leclerc. Alors qu'on a des Oumniobé qui ont existé, alors qu'on a des Hossein Afana. Hossein Afana, qui était l'un des premiers économistes d'Afrique noire, n'a pas d'université au Cameroun qui porte son nom. Est-ce que c'est logique? Non. Pas du tout. Donc, il faut qu'on puisse justement, à la fois même pour la dignité que c'est d'être Camerounais et de se dire qu'on est dans un pays qui nous appartient, donc on doit avoir des rues qui portent nos noms et pas le général de Gaulle, mais aussi pour pouvoir construire dans l'imaginaire des Camerounais l'histoire et la fierté d'être soi. Parce que par exemple, tu marches dans une rue, que tu vois écrit rue, je dis n'importe quoi, Douala Mangabel. Fais demander à ta mère quand tu es encore petit, mais maman, qui est Douala Mangabel? Elle va t'expliquer qui est Douala Mangabel. Et là, tu comprendras que c'est un monsieur qui s'est battu pour les territoires du Cameroun, qui a préféré mourir que de donner ces territoires aux colons. Quand on te parlera de Mato Paul Samba, qui a dit tuez-moi, mais vous n'aurez jamais le Cameroun, tu te diras que, ah oui, on n'a pas besoin de voir chez les autres des héros. Chez nous, il y a aussi un AU. Et c'est comme ça que les Américains sont développés en créant le rêve américain. Ils parlent de American Dream. On va pouvoir créer le rêve camerounais. On va pouvoir faire que les enfants rêvent par rapport aux films qui ont existé avant nous. J'aime souvent le dire. On n'est pas devenu indomptable après le football. Les Camerounais ont eu des légendes qui, dans tous les domaines, se sont battus pour leur indépendance. L'indépendance du Cameroun n'a pas été donnée au Cameroun. On allait l'arracher. Voilà. Alors, tu as parlé de héros, et ça me fait justement penser à Jules Domché, qui l'avait annoncé dans une chronique justement sur le thème. Il a fait une vraie chronique là-dessus sur YouTube, allez regarder sur le sujet. Il parlait de célébrer nos héros, non, nos bourreaux au détriment de nos héros. Donc, on est en Afrique, et c'est pas qu'au Cameroun. Au Burkina, il y a des rues, je crois que c'est Charles de Gaulle. Là, ils ont tout rebaptisé récemment. Ils ont commencé à travailler là-dessus, c'est très bien. Donc, au Cameroun, encore dans beaucoup de pays en Afrique, on a des noms qui portent des gens qui nous ont massacrés. C'est ça. Et en fait, c'est incohérent parce qu'on se dit non, on veut quelque chose de nouveau. Mais il y a des gens qui sont battus pour le Cameroun, qui ont donné une vraie image au Cameroun et qu'on oublie pour mettre des noms à ceux qui nous ont massacrés. On est en septembre, tu demandes, là, je sors au Cameroun, je demande aux Camerounais que signifie le 13 septembre. Ils savent pas. C'est triste. Bah, alors, est-ce que pour toi, là, c'est un programme politique? Je t'ai entendu dire ça dans une vidéo, si je dis pas de bêtises. Là, je n'ai pas un programme politique. Alors, bon, là, tu as bien jeté un mot, c'est bien. Non, j'ai jamais dit que là, j'étais un programme politique. Je ne l'ai jamais dit, je ne peux pas le dire. Ça veut dire que tu as séché sur un titre alors? Parce que je l'avais lu dans une de tes vidéos. Là, j'étais un programme politique? Oui. Non, je ne dis pas que là, j'étais un programme politique. Je dis que si on me présente plusieurs leaders, un de 70 ans, un de 50 ans et un de 39 ans, qui a compétence égale peut développer le Cameroun, je choisis celui de 39 ans. Oui. Par contre, je dis que le combat politique est un combat générationnel. Ok. Chaque génération a une mission. Nos parents, en 90, avaient la mission de rendre le Cameroun, la mission d'apporter le multipartisme. Parce qu'à une époque, pour ceux qui ne le savent pas, on n'avait qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. Donc tu choisissais entre lui et pas lui. Nos parents en 90 se sont battus pour permettre qu'aujourd'hui on ait 11 candidats, 12 candidats, quand vous vous plaignez là. C'était un combat. C'était pas donné d'avance. Jusqu'à on se plaint. Quand on se plaint. Oui. Avant eux, il y a eu les Oumniobé qui sont battus pour justement la fin de la colonisation. Oui, la souveraineté. On a eu avant ça, je te parlais de Rodolphe Mangabel, qui sont battus pour contrôler les territoires, pour ne pas que les Allemands viennent, s'installent et mettent les autochtones de côté. Chacune de ces générations-là a rempli sa mission. Donc, on doit pouvoir se demander quelle est la nôtre. Il ne faut pas que nos parents qui n'ont pas rempli leur mission viennent encore dans notre mission pour vouloir faire à notre place. Oui. Donc, quand il arrive notre temps, parce qu'en réalité, c'est quoi? Un parent met son enfant au monde. Il donne des valeurs, il lui apprend des choses. Pour que demain, il puisse le remplacer. C'est clair. C'est pas pour que son enfant le regarde en train de travailler. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que l'âge n'est pas un programme politique, mais c'est important. Oui. Parce qu'il faut être dans l'air de son temps. Un président qui a 39 ans,
dans un pays, dans la majeure partie, 70% de la population, tu disais, moins de 40 ans. Ça me paraît logique. Parce qu'il comprend les défis. Il a lié avec sa population. Et il porte peut-être sa vision. Il comprend les réalités du terrain. Il vit leurs problèmes au quotidien. Il est dans son époque et dans son ère. Et quand son heure arrivera, quand il sera dépassé, parce qu'il arrivera qu'il sera dépassé, il devra donc passer le flambeau. C'est genre parce que chez nous, on pense que l'âge n'est pas important. Je ne dis pas que ça fait tout, hein, encore une fois, parce que les gens comprennent souvent de travers. Je n'ai pas dit que l'âge fait tout. Mais je dis que l'âge est important. C'est un détail important, oui. Pour qu'à son tour aussi, il puisse... Et même si on regarde même l'âge dans le sens où ça permettra même la transition. Parce qu'à un moment donné, on pourra se dire que ok, tu as atteint l'âge où tu dois laisser, maintenant je transmets. Est-ce qu'on peut avoir des présidents qui ont 93 ans dans des pays où les gens ont 40 ans? Ça ne fait pas de sens. C'est pas... En fait, il y a un décalage. Il y a un décalage. décalage. Le logiciel n'est plus adapté à l'époque. Si aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, les gens sont en train de faire des choses incroyables avec deux, trois ordinateurs. Oui. Comment est-ce qu'on va expliquer ça à nos parents? Quand moi je vois mon père aujourd'hui, tu lui expliques même comment fonctionne TikTok, il ne comprend pas. il se limite à Facebook. Peut-être c'est la plateforme qui est là. Depuis longtemps. Et même encore Facebook, c'est pas quelqu'un qui va aller sur... Il ne comprend pas tout ça. Aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent sur Internet. Comment expliquer à un parent que un influenceur gagne plus qu'un docteur, un médecin? Il n'est pas dans cette époque-là, il ne comprend pas, il n'est plus aligné. Ouais, je vois. Et comme je dis souvent aussi, nos parents de l'époque, qui ont plus de 60 ans, 70 ans, ont souvent été, ont souvent grandi dans une organisation coloniale. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de la manière dont les colons voulaient qu'ils comprennent la vie pour pouvoir simplement reprendre le flambeau. Ils n'ont pas été éduqués pour se rebeller. Ils n'ont pas été éduqués pour apporter du renouveau. Pour apporter du renouveau, pour penser différemment de la case dans laquelle on les a mis. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, quand j'étudie justement l'histoire des héros africains que nous avons, par exemple, Oben Uyobe, ou bien le Sud-Africain Nelson Mandela, oui. Vous allez vous rendre compte que souvent, ils ont des similitudes. Ou c'est Coutouré. 3 personnes là, de différents pays qui ont une chose en commun, c'est qu'ils ont été renvoyés de leur école, chacun à différentes classes différentes. Parce qu'ils se rebellaient déjà contre le système. C'était à une époque... Oui. Parce que justement, ils pensaient en dehors de la case. Oui. Comme disent les Anglais. En fait, ils n'étaient pas d'accord, ils s'assumaient. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus les héros qui sont devenus après, à différentes époques. Parce que justement, ils avaient déjà... En fait, ils n'étaient pas moulés pour être dans cette vision-là. Oui. Maintenant, quand tu vois nos leaders que nous avons dans nos États, des gens créés par l'administration coloniale, des gens créés par l'éducation coloniale, qu'est-ce qu'ils peuvent produire d'autre si ce n'est pas ce qu'on leur a appris? Ils ne font que répéter ce que le maître leur a appris. C'est compliqué. Et c'est bien là le problème. Et ce n'est plus en phase avec la génération actuelle. Parce que la génération actuelle, justement, elle voyage. Elle a Internet. Oui. Elle voit chez les autres. Elle a moins de complexes. Donc, dans son cerveau, elle sait que si le blanc fait, je peux faire. Elle n'est blanc pas impressionnée pour X ou pour Y. Et elle sait que, justement, on peut se développer en s'appuyant sur ce qu'on est. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de jeunes font un retour vers ce qu'ils étaient. C'est la preuve simplement qu'on est passé à une autre étape. Et il faut un leader qui comprend tout ça pour pouvoir conduire la destinée. Et justement, ça devient très facile de faire des critiques ou encore de dire que les choses vont mal parce que tu es au Cameroun, mais tu peux voir la Côte d'Ivoire à côté, qui est à un autre niveau. Voilà, tu peux facilement faire la comparaison sans avoir besoin de te déplacer, voilà. Exactement. Et tout ce que ça demande. Alors, comme je t'ai dit, tu es déjà aujourd'hui à un autre stade politique. Pour une jeune fille comme toi, c'est bien. Donc, j'ai quelques questions, quelques affirmations, et tu vas me dire ce que tu penses. Le Cameroun est une dictature déguisée en démocratie. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais dire non. Tu penses que c'est quoi? Je pense que le Cameroun n'est pas... On n'est pas une démocratie établie, en tout cas. Ok. De ce qu'on comprendrait par la démocratie. Parce que ça aussi, c'est un autre point. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? On n'est pas une démocratie établie, simplement, même pour les raisons de base, c'est qu'on n'a pas des institutions fortes. Dans une démocratie, justement, le pouvoir n'appartient pas à une personne. Le pouvoir n'est pas concentré sur une personne ou un petit groupe de personnes. Oui. Le président peut dire A, l'Assemblée nationale dit Z, dans une vraie démocratie. Mais chez moi, je ne suis pas sûr que ce soit réellement ça. Oui, parce que tout est centralisé. Oui. Tout tourne autour d'un petit groupe. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas dire que c'est une démocratie. Mais de là à dire que c'est une dictature... Je ne m'avancerai pas à le dire. C'est autre chose. Ok. Alors, l'autre question que j'avais prévue, mais que je pense que tu as déjà répondu à ça, c'était on ne combat pas un régime dictatorial avec des jeunes. Donc, ça revient d'abord à la précédente question où tu n'affirmes pas que c'est une dictature et l'autre que c'est possible si le peuple veut. Donc, on va passer directement à la suivante. Alors, c'était comment ton candidat compte le faire? En tout cas, toi, déjà, tu n'assumes pas que c'est une dictature. Donc,
Donc, toi, tu penses que c'est une dictature? Non, pas que moi, je pense que c'est une dictature. Bon, après, c'est moi qui pose les questions, mais Cameroun, dictature. Moi, je vais te rejoindre parce que justement, c'est pas le meilleur exemple, en tout cas, dans la démocratie. Mais si on veut aussi dire que c'est la dictature, ce ne sera pas le meilleur exemple. Parce que pour parler de dictature, il faudra vraiment qu'on voit quelqu'un qui est en haut, qui est partout, qui tape les gens, qui fait ci, qui fait ça. Bon. Après, les deux termes sont très connus et il faut juste voir comment ça marche. C'est pour ça que je dis qu'on met beaucoup de choses dans la dictature et la démocratie. Moi, les termes qui sont vus selon les prismes occidentaux me dérangent un peu. Ouais. On a dit, par exemple, que Kadhafi était un dictateur. On a dit que Mobutu était un dictateur. On a dit que Sékou Touré était un dictateur. Ouais. Donc, en fait, même quand tu prends les trois personnes, tu les regardes et tu vois qu'au final, ils n'avaient pas tous le même mode d'opération. Oui. Ils avaient aussi des parties positives. On a dit que comment il s'appelle, le président de la Russie, Vladimir Poutine était un dictateur. Selon qui? Selon les règles de qui? Selon la vision de qui? Donc c'est un peu compliqué. Oui. Et quand on parle de démocratie, souvent on parle de démocratie, on voit la France, on voit les États-Unis. Comme étant les meilleurs modèles de démocratie. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit que ça dépend de ce qu'on met dans la démocratie. Moi, quand je parle de démocratie, je parle d'institutions fortes. Et là, quand je parle d'institutions, c'est pas parce que les Français m'ont dit, mais parce que dans nos cultures africaines déjà, c'est ce qu'il y avait. Toi, tu es de l'Ouest. Oui. À l'Ouest, il y a le chef Sokodjo, c'est bien le nom, comment je prononce, Sokodjo, qui a fait une interview récemment avec Alain Foucault, dans laquelle justement il expliquait que dans sa chefferie, je ne sais plus combien d'années il disait, mais en tout cas, à un moment donné, le chef se déshabille. Donc il enlève ses attributs de puissance et se met face à son peuple qui va le juger, qui va donc décider s'il a été un bon chef ou pas. S'il a été un bon chef, on va donc le reconduire. Et s'il ne l'a pas été, la peine est maximale. C'est la démocratie africaine. Ah oui. Un chef est entouré de notables. Un chef ne prend pas la décision sans consulter les notables. Donc il va demander, et les notables, ça pourrait être considéré comme les grands électeurs, par exemple aux États-Unis, qu'on consulte pour avoir les avis. Et ensuite, on prend les avis par rapport à ce que les notables savent et disent. Mais en réalité, les notables eux-mêmes sont d'abord influencés par le peuple. Ah oui. Ça veut dire que si le peuple, parce qu'ils marchent dans le village, ils parlent avec les gens, etc. Ouais. Et il n'y a pas un notable, il y en a plusieurs. Donc si chacun vient avec sa vision, chacun vient, et c'est au bout de tout ça qu'on prend une décision. Donc souvent on veut mettre une idée diabolisante des chefs chez nous, la tradition, qui était très, on va dire que c'était des sanguinaires, machin. C'est pas vrai. C'est seulement ce qu'on nous a vendu après. Mais en réalité, la démocratie, on la pratiquait déjà. Là, je viens au Cameroun. Mais si je vous emmène au Mali, par exemple, vous savez que la première déclaration des droits de l'homme a été écrite par un Africain. L'Empire du Mali a écrit la première déclaration des droits de l'homme, ça s'appelait la charte de Manding, qui est d'ailleurs protégée par l'UNESCO comme étant bien immatériel reconnu. Je viens chercher là-dessus, c'est toi qui me l'apprends, oui. La charte de Manding. Et dans cette charte-là, ils écrivaient déjà les paroles qu'on a aujourd'hui, du genre tout homme naît libre et égaux. Et les hommes naissent libres et égaux. Ils écrivaient ça en d'autres termes, mais ça voulait dire la même chose. Ils ont juste repris. Mais après, ils nous ont fait croire que nous, on était trop bêtes pour pouvoir être... Non, mais c'est la réalité. On était trop bêtes pour pouvoir organiser une démocratie. Alors que c'était ça, la démocratie. Il n'y a rien de plus démocratique que ça. Ouais. Des gens qui écrivent les droits de l'homme. Et quand ils ont réécrit leur part des droits de l'homme, ils nous ont fait croire que nous, on n'était pas dans les hommes en question là. C'était les droits des Occidentaux en réalité. Parce qu'on ne pouvait pas écrire les droits de l'homme et dire qu'on est libre et égaux, pendant qu'il y en avait qui étaient encore esclaves. Esclaves, oui. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on parle de démocratie, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on me parle de la démocratie à l'occidentale? Et surtout que la démocratie, encore même selon les pays, ne s'applique pas de la même façon. On n'est pas démocrate en France comme on l'est aux États-Unis. C'est vrai. Ou comme on l'est en Angleterre. Donc, moi, je pense qu'on n'est pas encore la démocratie qu'on devrait être sous le prisme africain. Donc, je le lis sous le prisme des peuples camerounais qui ont vécu, des peuples d'Afrique, de ce que nos parents faisaient. On a régressé par rapport à ce que nos parents étaient. C'était les vrais démocrates qui, justement, organisaient ça de manière... Ils organisaient la vie en société de manière démocratique. Les gens avaient la liberté d'expression. Ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils pensent, oui. Mais aujourd'hui, on nous fait croire le contraire. Donc, pour moi, c'est ça l'idéal qu'on devrait atteindre. Ce que nos parents ont fait. L'améliorer, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais ce n'est pas de devenir la France. Ouais, parce qu'en réalité... miniature. Mais ça, en réalité, en France aussi, il y a des choses que je trouve qui ne sont pas bien. Par exemple, le respect qu'on doit aux aînés. En Afrique, on a fait un peu de trop. Mais en France, on a fait un peu de... Il n'y a pas assez. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment où est le juste milieu entre tout ça. Et l'Afrique a pour moi la chance de ne pas avoir encore tout construit. Parce qu'aujourd'hui, elle peut s'inspirer de ce que les autres ont fait. De ce qu'elle a été. Ce qui est bien et adapter à nos réalités, oui. Mais moi, je n'ai pas envie de marcher à Yaoundé et de me croire à Paris. Ça ne m'intéresse pas. Je veux par exemple qu'on fasse des architectures en Afrique
si c'est la terre, par exemple, la terre battue, qui est le matériau qui est utilisé à cet endroit-là. Je préfère qu'on prenne ça et qu'on en fasse des immeubles. Pourquoi vous voulez tous construire le ciment, par exemple? Pourquoi vous voulez tous construire le ciment et ensuite mettre la clim? Ça n'a pas de sens. Alors que nos parents faisaient déjà avec des matériaux qui permettaient justement par rapport à l'endroit où ils étaient, soit conserver la chaleur, soit l'évacuer. Ok. Voilà. D'accord. Alors, mais je vois quand même certaines personnes sur la question de la dictature qui disent qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un dictateur parce que le peuple lui-même, d'abord, il n'est pas en bonne santé. Donc, on a besoin d'une personne qui va venir, voilà, justement, mettre les choses au clair avec tout le monde et puis décider de comment ça se passe. Et pour ça, on a besoin, justement, tout à l'heure, je te prenais l'exemple d'un chef. Ouais. Le chef, quand tu le vois de l'extérieur, c'est une stature. Une autorité. Une autorité. Tu ne peux pas aller manquer de respect à un chef parce que justement tu sais ce qu'il représente dans l'esprit. Oui. Mais là, moi, je suis en train de t'expliquer que le chef prend une décision par rapport à la consultation. Ouais. Donc le chef est un démocrate, mais un démocrate qui a une force et une puissance, qui se fait respecter. C'est ce dont le Cameroun a besoin. On a besoin d'un démocrate qui a suffisamment d'épaules solides, entre guillemets, pour avoir le respect qu'il faut, qui a la vision, qui a les ambitions et qui sait où il mène son peuple. C'est tout. Mais pour faire ça, si tu as besoin de réprimer les gens pour faire asseoir ton pouvoir, c'est que ton pouvoir n'est pas si grand que ça. Ah ouais. Alors, dans chacun de mes podcasts, au-delà de la partie qui concerne vraiment l'invité, j'aime bien entrer dans la vie personnelle pour entrer un peu dans ce qui se cache derrière tout le travail que tu fais et que les autres font sur les réseaux. Alors, c'est quoi ta plus grosse peur aujourd'hui? Ma plus grosse peur? Oui. S'il y a bien quelque chose qui te fait peur. Parce que quand on est Camerounais, c'est souvent compliqué. Que mes parents ne soient plus là pour voir tout ce que j'espère accomplir. Ah ouais. J'espère que Dieu les gardera en vie très très longtemps pour qu'ils puissent voir les fruits des graines qu'ils ont semées. Je te le souhaite. Amen. Alors, est-ce que ton engagement politique aujourd'hui influence ta vie sentimentale? Mes parents regardent la télé. Là, il faut leur dire la vérité. Ah mon Dieu, je n'ai pas de vie sentimentale, vraiment. Tu n'en as pas? Papa, maman, je ne sais pas de quoi ils parlent. Je commence à bégayer. Ça m'amène à une autre question. Moi, je vais dire que les gens, je vais poser des questions que les gens se posent. Parce qu'en fait, je te dirais pourquoi. Est-ce que tu as un copain? Ok. C'était le sujet de l'interview aussi. Non, on a fini l'interview. Je te dis merci pour toutes tes brillantes interventions sur les questions. Maintenant, moi, je vais entrer dans ta vie. Tu vas entrer dans ma vie? Oui. Très bien. Est-ce que... Non, pas pour le moment. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup. Oui. Et ce n'est pas le moment, tout simplement. Je pense que ça viendra à un autre moment. J'aurai peut-être plus de temps à accorder à une relation. Je pense qu'il y a... Chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. C'est difficile d'imposer à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je suis vers un chemin qui n'est pas forcément le plus safe. Le plus... Voilà. C'est pas un chemin dans lequel tout le monde s'épanouit forcément. C'est pas un chemin dans lequel tout le monde est en sécurité. Donc, imposer ça à quelqu'un, je trouve que c'est quand même dur. Il faut que la personne elle-même soit déjà à l'intérieur. Oui. Ou alors bien se sentir te voit déjà en train de faire ça. Et puis se dise que je t'accompagne dans ça. Ça va être un choix. Mais tu peux pas être à une période où tu es encore en train de te construire. Et puis tu embarques l'enfant de trouver dedans. Il se retrouve dans les histoires où pour rien, il risque sa vie. Non, franchement, je préfère éviter ça aux gens. Ok, moi je pose la question justement parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes influentes sur les réseaux, par exemple. Des personnes qui... touchent des thématiques différentes. À côté de ça, on a des plus jeunes qui ont leur téléphone et qui ne le veulent pas, sont influencés par ce que tu fais, parce que d'autres font. Donc moi, je veux bien montrer aux gens que si tu me dis que voilà, ok, tu as une vie sentimentale, que tu entretiens avec quelqu'un, que c'est possible de le faire à côté de voilà et de bien travailler. Mais si tu ne le fais pas, ok, que les gens entendent que pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de concentration et on met un peu l'amusement de côté. Non, je pense pas que c'est pas l'amusement. Je pense que c'est important aussi d'avoir. Il y a des moments où tu as des combats que tu as envie de mener à deux. Oui. Mais encore une fois, dans la position dans laquelle je suis, on ne choisit pas un partenaire juste parce qu'il est beau. Ou parce que... Comme un président. si tu le veux. Non, on arrive malheureusement à un moment où tu te demandes est-ce que la personne est là parce qu'il t'aime bien ou même parce que c'est la méritocratie qu'il aime. Je ne sais pas trop. C'est aussi un point. Vraiment, le monde est fait de toutes choses. Est-ce que les intentions sont bonnes? Et vraiment, je n'ai pas le temps d'avoir un cœur brisé alors que je dois construire un pays. Tu vois, il faut faire des choix. Donc, vraiment, j'espère que quand je trouverai la personne en question, ce sera une bonne personne qui comprendra ma vision, qui aura aussi l'intellect nécessaire parce que, bon, tu peux pas être une femme qui aspire à de grandes choses et avoir un mari ou bien un compagnon de vie
qui te parlent des sujets qui ne t'élèvent pas. Oui. Donc ça aussi, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Et est-ce qu'en face, les hommes aussi qui sont intellectuellement élevés, est-ce qu'ils cherchent des femmes qui vont discuter avec lui dans la maison, ou est-ce qu'ils cherchent seulement la femme qui va... Soumise, comme tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais, je vois. Pour le moment, comme je n'ai pas cette... C'est pas l'urgence actuelle, je n'ai pas eu le temps de me poser et de réfléchir à la question. Ouais. Mais lorsque ce sera le cas, je verrai sur le marché de l'amour, qu'est-ce qui m'est proposé et comment est-ce qu'on s'adaptera. D'accord, en tout cas, ça nous rassure. Parce qu'on peut être convaincu aujourd'hui que jamais, en tout cas pour le moment, on n'aura pas une missive qui n'a pas produit des vidéos, qui n'a pas fait son boulot parce qu'elle est dans un gourmet de 3 semaines. Pas du tout. Alors, si tu pouvais te décrire dans 5 ans, demain, en tout cas, où est-ce que tu te vois dans 5 ans prochainement? Wow. Dans 5 ans, j'aurai 28 ans. Ouais. Je serai vieille. Hein. Non, encore jeune. Non, j'aurai vieille. Tu as dit 0 à 45 ans. Oui, c'est vrai. Bon, je serai déjà plus vieille que maintenant. Ok. Dans 5 ans, waouh. Déjà, j'espère que je serai en Afrique. Je ne sais pas quel pays. J'espère le Cameroun. Ok. Mais j'espère que je serai déjà rentrée définitivement en Afrique. J'espère que je serai en train de participer au développement de mon pays. Peu importe la manière que je choisirai. Et les moyens. Et les moyens. Bon, j'espère quand même que ce seront des bons moyens. Mais j'espère quand même que je vais en train de participer au développement de mon pays d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que j'aurais pu créer ou allumer une étincelle en quelques jeunes femmes et qu'elles auront peut-être suivi le même chemin, avec leur méthode, avec leur personnalité, mais qu'elles auront suivi quand même le même chemin. En tout cas, tu le fais déjà bien. Je me souviens au week-end d'écrivain, quand je te vois pour la première fois, parce que moi je te suivais déjà sur les réseaux, quand tu es entré avec quelques membres de ta famille, j'ai vu des mamans qui disaient, qui imposaient, en fait, qui disaient à sa fille, va te filmer avec la fille là, va la voir, pas avec elle. C'est des gens comme ça que tu dois suivre. Oui. Donc je me dis quand même que s'il y a des mamans comme ça, au-delà de ce que tu fais, s'il y a des mamans qui encouragent leurs enfants à parler avec toi, à faire une photo, peut-être à prendre ton contact, ça veut dire que ton travail porte déjà et on ne peut que t'encourager. Dernière question pour sortir, ce sera sur la religion. Qu'est-ce que tu penses de la religion? Tu as beaucoup parlé de tradition. Comment est-ce que c'est quoi ton regard sur la religion aujourd'hui en Afrique? Vous savez, il y a des sujets qui créent des polémiques. Il y a 2 sujets. Le premier, c'est la religion. Ouais. Le second, c'est la politique. Et le tribalisme peut-être. Là, dans la politique, je mets tout ça. Je parle déjà beaucoup de politique, donc je crée déjà beaucoup de polémiques. Mais quand tu m'as vu la religion encore, c'est que vraiment, toi-même, tu vas finir. Moi, je n'aime pas la paix en tout cas. Quel est mon regard? En réalité, j'ai pas de regard particulier. Je pense que chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Ok. On a créé des religions, bon, sans doute pour que les gens puissent y croire. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Vraiment, là-dessus, j'évite d'avoir un avis dessus parce que à la fin de la journée, qui suis-je pour te dire en quoi ou en qui je dois croire? Et justement, en retour, j'espère qu'on ne me dira pas en qui ou en quoi je dois croire. Parce que je crois en certaines choses, je garde ça pour moi. Je n'essaie pas de vous convaincre de croire en même chose que moi. Et puis, l'important, c'est pour ceux qui croient au salut ou au paradis, c'est le paradis. Pour ceux qui croient... Non, mais c'est vrai, pour ceux qui croient à une vie après la mort, c'est la vie après la mort. Pour ceux qui croient à la réincarnation, vraiment, chacun croit en ce qu'il veut. Okay. Là, c'est l'arrivée qui compte. En tout cas, tu as pris la poudre d'escampette par la bonne porte. Félicitations à toi. De toute façon, c'est la régie qui nous tient. En tout cas, c'est le temps qui nous tient la gorge. Sinon, on aurait pu entrer dans les détails. En tout cas, voilà ta caméra. Si tu as quelque chose à dire aux jeunes qui t'écoutent, bientôt, le 12 octobre, ça peut être sur la politique, ça peut être sur autre chose. En tout cas, libre à toi. Au moment où on fait cette émission, on est le 2 septembre. Ouais. Il nous reste donc à peu près 40 jours avant l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Je voudrais m'adresser principalement à ma génération. À la fois ceux qui sont inscrits et ceux qui ne le sont pas. J'aimerais vous rappeler une phrase que j'aime bien dire. Chaque génération a une mission. En 2025, vous devez découvrir la vôtre. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'on doit faire pour voir nos enfants grandir. C'est une phrase qu'on aime bien. Moi, j'aimerais voir mes enfants grandir dans un pays où ils ont accès à l'eau potable. J'aimerais les voir grandir dans un pays où chacun d'eux pourrait aller à l'école et avoir un travail à la fin. J'aimerais les voir grandir dans un pays où ils ont accès à la santé. Et pour toutes ces raisons-là, je m'engage. Cela ne veut pas dire que j'aimerais moins les voir grandir que vous. Au contraire, j'évite qu'ils grandissent dans le même pays dans lequel moi j'ai grandi. Et j'espère vraiment que de là où vous êtes, vous ferez ce qui est en votre pouvoir. Si c'est voter, votez. Si c'est participer, participer. Si c'est regarder les programmes, bref, faites quelque chose, faites votre part. Parce qu'il s'agit de votre avenir, de notre avenir et de nos enfants. Donc vraiment, je vous appelle tous à faire encore une fois votre part. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera avec de meilleures nouvelles que celles qu'on a actuellement. Et comme j'aime bien le dire, on est ensemble, ou bien?
Bon équipe, on était avec Missiva la Péristocratie. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées. En tout cas, je suis satisfait et j'espère que vous également, vous le serez. Donc, le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 16h. Une chronique ou alors un podcast avec un sujet qui parle de l'Afrique, un sujet qui parle de nos réalités, notre passé, notre présent, notre futur, parce que tous ces différents éléments sont totalement liés. Donc, on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci.